Heureux les voyageurs qui font halte un jour à Nancy, car ils connaissent les joies multiples qu'offre la belle cité lorraine. On vient ici par la Moselle ou le canal de la Marne-Rhin, et l'on jette la mare en pleine ville, à 2 pas de tout, ou presque. La capitainerie du port Saint-Georges, située idéalement à quelques mètres du tramway et quelques minutes du centre-ville, permet de trouver plans, prospectus, annonces de spectacles et aussi conseils éclairés, bref, tout pour le touriste flou. Les rues et les avenues de la Cité des Ducs sont blanches et droites. Il s'en dégage une harmonie toute particulière, empreinte d'un classicisme de bon ton. On vient du monde entier admirer la place Stanislas, traquer les secrets des sœurs Macaron ou se replonger dans l'exubérance florale des artistes de l'art nouveau. La ville est multiple. Le Nancy médiéval et renaissance de la ville vieille cohabitent en effet harmonieusement avec le Nancy de la ville neuve de Charles III, la ville royale de Stanislas et le Nancy 1900. Autant dire que les buts de balade sont variés. En 2 mots, Nancy est une belle ville. Vers l'an 1000, le duc Gérard se construisit une petite place forte du nom de Nanciac. La noblesse s'y trouvait bien, les marchands aussi. La petite ville crut et embellit au fil des ans, jusqu'à ce que l'empereur Frédéric II vienne l'assiéger, la piller et la brûler en 1218. Les Lorrains sont persévérants. Le duc Mathieu II la fit reconstruire, plus grande encore. À tout seigneur, tout honneur, la star des monuments de Nancy est incontestablement la place Stanislas, de jour comme de nuit. Destinée à l'origine à célébrer Louis XV, elle se nommait Place Royale. Arc de triomphe, statue, fontaine, elle était ornée au centre par une statue du bien-aimé en général romain. La statue disparut à la Révolution. La statue de Stanislas, roi de Pologne puis duc de Lorraine, qui l'a remplacé en 1851, montre l'arc de triomphe de son doigt tendu. Les beaux immeubles classiques qui bordent la place abritent à l'est l'Opéra national de Lorraine, le théâtre et le Grand Hôtel de la Reine, et à l'ouest le pavillon Jacquet où règne au rez-de-chaussée le Grand Café Foy et le Café du Commerce. Le musée des Beaux-Arts est de l'autre côté de la rue Stanislas. On y trouve Rubens, Delacroix, le Lorrain, Manet, Boucher, le Caravage, le Tintoret parmi les principaux, ainsi qu'une collection magnifique de créations des frères Daume et des gravures de Jacques Callot et de Granville. C'est en passant sous l'arc de triomphe de la place Stanislas et en remontant la longue place de la Carrière, la même où se déroulaient les tournois au Moyen-Âge, que l'on parvient au palais du gouvernement. C'était sous Stanislas le palais de l'intendant de France, qui administrait le duché de Lorraine. Contigu au palais du gouvernement, nous arrivons en ville vieille, puisqu'il suffit de passer sous la colonnade pour découvrir Grande Rue et le palais des Ducs. Cette résidence des Ducs de Lorraine est probablement l'un des plus beaux bâtiments Renaissance de France. C'est le duc Antoine qui avait apprécié la porte monumentale du château de Blois qui fit construire en 1512 la porterie, chef-d'œuvre de Dantès. Le palais ducal abrite le musée lorrain, dont les collections parcourent l'histoire tumultueuse de la Lorraine. On y trouve aussi des œuvres des sculpteurs Ligier Richier et Paul-Louis Sifflet, du peintre Georges de la Tour, et une série magnifique de 300 planches gravées de Jacques Callot, un trésor. Dans l'église des Cordeliers, à côté, un retable somptueux
décore le tombeau de René II, et le gisant de son épouse, sculpté par Ligier Richier, impressionne par son côté morbide. De nombreux autres gisants décorent la chapelle, ainsi que le tombeau de Jacques Callot et de sa famille. Au bout de la rue se dresse la formidable porte de la Craffe, témoin sinistre des fortifications de Nancy de la fin du XIVe siècle. Utilisée en tant que prison dès le XVe, on trouve encore à l'intérieur cellules, lourds escaliers en bois et une collection d'armes et de statues lorraines. Face à la colonnade se dresse l'église Saint-Èvre. Cette basilique du XVe, paroisse primitive de la ville vieille, fut rasée en 1863 et reconstruite dans un style néo-gothique qui plut beaucoup à l'architecte Viollet-le-Duc. En face, s'étend un quartier de petites rues médiévales et Renaissance entre Grande Rue et le cours Léopold, où les anciens hôtels abondent. On y trouve notamment la plus ancienne maison de Nancy, celle du sénéchal Jean d'Aussonville. Également l'hôtel de Curel, où habitait le grand louvetier de Lorraine, gardé par 2 loups. Ceux qui cherchent un petit resto sympa descendront la rue des Maréchaux, surnommée ici la rue Gourmande. La ville neuve est une partie de la ville voulue par le duc Charles III en 1588. Elle s'étend au sud de la place Stanislas, autour d'une croix virtuelle formée par les rues Saint-Jean et Saint-Georges avec la rue Saint-Dizier, jusqu'à la porte Saint-Nicolas. Dans ce périmètre se trouvent les grandes boutiques de mode de Nancy, ainsi que celles qui excitent les papilles. La maison des sœurs Macaron, par exemple, dont la recette a plus de 200 ans, se trouve rue Gambetta. Les devantures font assaut de couleurs et d'imagination, et rue d'Amerval, il est difficile de passer sans s'arrêter devant, ou plutôt sous, ce cheval de bronze qui marche dans l'espace au mépris de la gravité au-dessus d'une boutique de cadeaux. On y croise beaucoup de monuments, à commencer par la porte Saint-Georges, gros édifice grand siècle au plafond de briques à motifs géométriques, à quelques dizaines de mètres du port. En suivant la rue Saint-Georges, celle où se croisent les tramways sur pneus guidés par un rail, on arrive devant la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. À l'intérieur de ce chef-d'œuvre baroque ne manquait pas le plafond sublime de la coupole, peint par Claude Jacquard. Un Christ en croix sculpté par Ligier Richier, ainsi que les orgues, dont l'installation remonte à 1757. À la fin du XIXe siècle, Nancy devint célèbre dans le monde entier par la création d'un style inspiré de la nature sous l'influence du verrier Émile Gallet. L'école de Nancy avait créé l'art nouveau. Ce fut une explosion de fleurs, de tiges, d'arabesques compliquées sur les maisons, les portes, les fenêtres, dans le mobilier, les lampes, la vaisselle, les décors. Cette imagination fertile de tous ces artistes, peintres, sculpteurs, architectes, décorateurs, a marqué Nancy de façon indélébile. Voici un petit tour à faire en une demi-journée bien remplie. Par le tram, à la station Jean Jaurès, on parvient au quartier de Sorut, l'un des hauts lieux du Nancy 1900. Les villas Les Glycines, Langues et Fruinsols sont parmi les plus belles, mais beaucoup d'autres, moins connues, attendent le coup d'œil. À quelques centaines de mètres vers l'ouest, rue du Sergent Blandan, se trouve le musée de l'école de Nancy, où tout est beau, des meubles incroyables de l'intérieur au jardin prodigieux. À 10 minutes, par la rue du Vieil-Être, on arrive à la Villa Majorelle, un autre chef-d'œuvre récemment restauré que nous visitons plus en détail dans exotis.com. Il n'y a plus qu'à redescendre par l'avenue Foch, où se trouvent les immeubles Lombard et France Lanor, face à la vieille commanderie Saint-Jean, et la maison du docteur Paul Jacques, entre autres. Le quartier de la Gare n'est pas en reste. Il y a peu de brasseries aussi belles que l'Excelsior. À 2 pas, l'immeuble à tourelle de la Banque Renault fait une liaison agréable entre Art déco et Art nouveau, et au carrefour d'après un autre,
à poutrelles métalliques bleues, abritait la grainerie Génin-Louis au début du siècle. Au fond du cours Léopold, les champignons poussent sur les cheminées et les balcons de la maison Chardot. Le houblon a pris possession de l'immeuble Kent et les ombelles sculptent la maison Weissenberger. Le long des rails du chemin de fer, qu'est Claude Le Lorrain, ce sont les maisons jumelles de Frédéric Hugo qui tirent l'œil. On n'en finirait pas, tellement il y a de merveilles à voir dans ce Dancy 1900. En fait, le mieux, ce serait peut-être d'y aller vous-même.